Donc, comme on a dit, cette séance va être consacrée au financement de la sécurité routière. Comme vous avez suivi depuis le démarrage de ce forum, que la totalité des intervenants dans les différentes sessions ont rappelé l'importance des indicateurs qui sont alarmants de la sécurité routière et ont tous, c'est-à-dire partagé avec nous, une vision commune, à savoir de faire baisser le nombre des décès et des blessés sur les routes. La majorité des pays africains ont des stratégies de sécurité routière et des dispositifs de gouvernance pour maîtriser, voire baisser le bilan des pertes de vie humaines sur les routes, malgré la constante progression, bien sûr, de la mobilité et l'arrivée sur les routes de nouveaux titulaires de permis de conduire. Les stratégies qui ont été partagées lors de ce forum, ils ont un certain nombre d'objectifs. Parmi ces objectifs, c'est de doter les pays d'infrastructures routières plus sûres, c'est-à-dire des routes bien conçues, c'est-à-dire veiller à la maintenance des réseaux routiers, donner une importance à la signalisation et des dispositifs de sécurité. Le deuxième objectif qui a été partagé par tous, c'est susciter l'engagement de tous, que ce soit les pouvoirs publics, les partis politiques, le secteur privé, la société civile, en fait, tous les usagers de la route et tous les citoyens, quant aux questions de la sécurité routière, à travers, bien sûr, les campagnes de sensibilisation, d'éducation, de formation, etc. Le troisième objectif, c'est, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est renforcer l'applicabilité des lois et lutter contre la tolérance envers ceux qui ne respectent pas le code de la route. Le renforcement du contrôle automatique, bien sûr, est devenu aujourd'hui une nécessité, voire une urgence, que ce soit les radars fixes, les radars embarqués, les radars mobiles, tout ce qui concerne aussi les contrôles de surcharge, les chronotachygraphes, etc. Un quatrième objectif, c'est la mise en place des entités administratives à même de mettre en œuvre l'ensemble des stratégies de sécurité routière et coordonner leur déploiement sur le terrain. L'atteinte de ces objectifs et la consolidation des acquis en matière de sécurité routière nécessite la mobilisation de moyens humains, certes, mais aussi la mobilisation des moyens financiers et des investissements importants pour éventuellement voir à la baisse le nombre de tués et de blessés sur nos routes. Ce qui nous ramène à poser ces questions-là, qui sont des questions très importantes, à savoir comment sont financées les stratégies de sécurité routière. Les financements sont-ils suffisants au vu des objectifs et de l'urgence de baisser ces différents indicateurs? Existe-t-il des financements à l'international qui puissent éventuellement accompagner les pays, notamment les pays africains? Et peut-on, c'est-à-dire mutualiser certains moyens, voire des outils, pour éventuellement alléger cette facture de la sécurité routière pour les entités qui sont chargées de mener ces différentes stratégies et déployer ces plans. Donc on a avec nous des experts qui sont chargés de ces questions-là de sécurité routière et qui veillent chaque jour pour éventuellement déployer ces actions sur le terrain pour sauver des vies. Donc je vais commencer par ma droite, madame, d'accord, Nina, donc, pour nous parler un peu quels sont les mécanismes de financement qui sont mobilisés au niveau de votre pays pour financer la sécurité routière. Oui, oui, vous pouvez Je ne parle bien français. Est-ce que je peux parler au portugais? Au portugais, je ne sais pas, est-ce qu'on a... on n'a pas de traduction en portugais. Donc, on va vous, c'est-à-dire vous parler un peu français, donc on va essayer de nous faire un résumé. Merci. Et je suis Dina, je suis de Cap-Vert et je suis directrice générale des routières terrestres. Et au Cap-Vert, pour
la stratégie que nous avons pour le financement des sécurités routières, c'est leur semaine des gouvernements. Mais nous avons aussi des financements qui viennent du Banque mondiale, OMS, mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin d'appliquer la théorie par la pratique, la part pratique. Pour nous, c'est très important la part pratique, parce que nous avons beaucoup de théories, par exemple, les lois, mais nous n'appliquons pas les lois à la pratique, pour nous n'avons pas les financements. Nous avons besoin de les financements pour appliquer les lois, par exemple. Merci. Donc, je donne la parole à mon ami, à ma droite. Merci. Moi, c'est Mamadou Sidiki Konaté. Je suis le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière au Mali. Les questions de financement des problèmes de sécurité routière en Afrique, d'une manière globale, est une question permanente. Pour ce qui concerne la question spécifique au Mali, la volonté d'abord de la création de ces agences, manifestement une idée des plus hautes autorités de faire de la question de sécurité routière une réalité. Et ces organismes qui ont été créés, parce qu'il faut reconnaître que l'Agence nationale de la sécurité routière au Mali a été créée en 2009. Et bien avant cette agence, les questions de sécurité routière étaient gérées au niveau de la Direction nationale des transports. Et depuis ce moment, certains textes déjà qui concernent la sécurité routière étaient déjà disponibles. Mais pour aller à l'application de ces textes, comme l'a dit ma sœur, c'est vraiment des problèmes parce que les questions de ressources ne suivent pas. Alors, pour cela, dans ces derniers temps, nous avons vu l'accompagnement des institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale, qui a beaucoup appuyé les États à travers le SSATP, aussi la Banque africaine de développement, qui nous appuie beaucoup au Mali, et aussi la Banque islamique de développement également. Donc c'est pour dire que les institutions internationales les partenaires techniques et financiers peuvent accompagner, mais il faudra quand même qu'au niveau interne, au niveau national, quelles sont les dispositions prises pour réellement assurer les ressources de ces agences. À ce niveau, le Mali a opté pour mettre totalement hors de budget d'État les ressources de l'agence en créant d'autres conditions qui constituent des redevances de sécurité routière sur certaines pratiques et aussi des financements des collectivités et autres. Donc c'est pour dire que les ressources de l'Agence nationale de la sécurité routière au Mali ne se reposent pas sur le budget de l'État. C'est purement autonome. Donc c'est pour dire que c'est une question permanente, mais au cours du débat, on verra bien quelles sont les dispositions qui puissent nous permettre d'améliorer ces ressources dont nous disposons, qui ne nous permettent pas pour le moment d'aller à l'atteinte de nos objectifs ou bien à l'atteinte de nos ambitions. Merci. Merci pour ces précisions. Effectivement, au Mali, vous avez une agence autonome donc qui a ses propres recettes. Maintenant, la grande question, est-ce que les recettes sont suffisantes pour éventuellement faire face à cette problématique? Peut-être on va revenir pour cette question. Donc, Madame, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les financements qui sont mis en place au niveau de votre pays? Thank you, ladies and gentlemen, and good afternoon. My name is Kinini. I come from Lesotho. In Lesotho, currently we have just formed the National Road Safety Council. And in 2019, we are going to be enhancing the National Strategic Road Safety
strategy that we have. So in regard to this topic, I can say that it is critical to appreciate that a national road safety strategy will provide a framework for a national collaboration on road safety improvement in any African country, and that there are existing road safety strategies in most of these African countries that are not implemented as yet. Lesotho is one of those. Some approaches adopted by these countries are after international best practice have been deployed in some of these strategies. To quote a few, safe system approach. This approach accepts that people using the road network make mistakes, and therefore the whole system needs to be more forgiving of those areas. This means that African road safety strategies must focus on roads, speed, vehicle and road user, as well as a range of associated activities, including performance monitoring and evaluation reporting. Some of the strategies are a 10-year plan to attain the long-term vision in reducing the annual numbers of both deaths and serious injuries by a certain target, for example, 30%. Everyone will agree that the casualty reduction targets for 2020 are certainly ambitious but achievable. However, the targets and supporting initiatives set out in various African road safety strategies for whichever country depends on the availability of funds estimated to reduce such death and serious injuries from a range of road safety interventions to have funding and to be fully funded by maybe the government or other international organizations. Again, every national strategy will set out a range of high-level directions and priority actions to drive national road safety performance for the period of the strategy. It has been established that many severe road crashes are preventable, and history provides evidence that the right interventions can make a significant positive impact. However, if the strategy is not fully funded, like in some of our countries in African continent, it becomes a useless tool. Since 1996, Lesotho has been struggling to achieve large road safety gains from road improvement, from safer vehicle, lower speed limits, and a range of unsuccessful behavioral program targeting drinking and driving, seatbelt wearing, and speeding because of lack of funding. The National Road Safety Strategy represents the commitment of the concerned government. However, if road safety in any country fails to be a priority, agreed set of national road safety goals, the objective and the action priority remain on the paper, and such efforts fail that nation, fail Africa, and fail the entire world. If the continent is failing on road safety issues because of lack of road safety strategic implementation plan due to unavailability of funds, the meaning is the whole world will suffer, in that fatalities and injuries will never be put under control, and the UN global policy of road safety will actually be failing. I recommend that African governments should consider road safety a priority and make available funds for national road safety strategy. And the following international organizations in Africa should fund national road safety strategies. They are European Union, AU, WHO, Fire Foundation, UNDP, UNICE, UNECA, SSATP, World Bank, African Development Bank, and many other and any other institution with financial muscle, because if they are not helping us, actually we are failing, and dismally we are failing. Thank you. Merci pour cette intervention. Effectivement, comme vous avez relaté que les challenges sont importants, il y a urgence effectivement de mobiliser les moyens pour faire face à cette sécurité, pour faire face à l'insécurité au niveau de nos routes. Effectivement, mais les moyens font défaut et on est dans un cercle un peu vicieux et on n'arrive pas à sortir. Donc, effectivement, il y a urgence. Maintenant, est-ce qu'il faut compter sur les financements externes ou bien il faut faire un effort important
au niveau national, sensibiliser le politique pour éventuellement en faire de la sécurité routière une priorité nationale. Donc je vais donner la parole aux représentants du Gabon pour éventuellement partager avec l'assistance quels sont les mécanismes et la vision en termes de financement de la sécurité routière. Je vous remercie. Je suis Arsène Mezoui, conseiller du ministre des Transports en charge des transports terrestres, qui inclut naturellement la sécurité routière. Donc, comme la plupart des pays de l'Afrique centrale, le budget de l'État gabonais est fortement tributaire des ressources fossiles, qui contribuent pour plus de 80% des recettes de l'État. Il est acquis que ces ressources fluctuent au gré des contingences mondiales. En cas de forte chute des cours, naturellement, les budgets sont fortement impactés, ce qui conduit souvent les autorités à des arbitrages, malheureusement, qui se font au détriment des impératifs de sécurité routière. La cyclicité des crises pétrolières étant en moyenne de 3 à 4 ans, la pérennité des financements des stratégies routières s'est donc posée. Cela a donc conduit notre gouvernement, dans un premier temps, à implémenter une taxe sur les assurances qui allait permettre, entre autres, de financer les campagnes de prévention routière et quelques outils de signalisation. Malheureusement, ce financement s'est avéré insuffisant, ce qui conduit le ministre des Transports à explorer d'autres pistes de financement au regard de l'acuité du sujet et de la recrudescence des accidents et son lot de dommages. Donc, le ministre a proposé au gouvernement la création d'une redevance sur les pièces détachées, neuves et d'occasion, une redevance sur les pneus neufs et d'occasion. Comme vous le savez, en Afrique, on utilise énormément de pneus d'occasion en provenance d'Europe. Donc, cela allait permettre, entre autres, de renforcer le parc automobile de la Société nationale des transports, parce qu'il faut savoir qu'une bonne partie des accidents que nous regrettons sur nos routes sont dus au fait que les usagers empruntent des transporteurs occasionnels, souvent qui ont des problèmes de vieillissement et j'en passe. Donc, le renforcement du parc permettrait donc aux usagers de moins emprunter ces transporteurs occasionnels qui ne suivent pas beaucoup leur véhicule au profit d'un parc neuf et sécurisé. Entre autres, ce financement devra permettre aussi l'informatisation des documents de transport, parce qu'il a été relevé à travers les différentes enquêtes qu'on fait à la suite de certains drames sur la route, que beaucoup de transporteurs, beaucoup de transporteurs avaient des permis de conduire qui étaient des faux, donc des chauffeurs qui méconnaissent les règles de conduite. Il a été relevé que les licences de transport, que les visites techniques que certains conducteurs avaient étaient faux, et derrière, le problème était celui de l'informatisation des documents de transport. Donc, à la suite, nous avons aussi le financement des statistiques, parce que nous avons des insuffisances aujourd'hui en termes de statistiques de la route. Il y a des statistiques que nous suivons, mais de manière limitée. Et comme vous le savez, pour qu'un gouvernement prenne des décisions idoines appropriées, il faut que l'outil statistique soit fiable pour permettre une prise de décision qui touche au but des problèmes soulevés au niveau de la sécurité routière. Tels sont donc les défis auxquels, en termes de financement des stratégies de sécurité routière, auxquels le gouvernement de mon pays, le Gabon, est confronté. Je vous remercie. Merci pour ces précisions. Au niveau c'est-à-dire des efforts qui sont mobilisés au moyen du gouvernement du Gabon pour financer la sécurité routière, effectivement,
il n'y a pas assez effectivement de recettes pour faire face à cette problématique. Donc je vais demander la parole, partager avec nous quels sont les mécanismes mis en place au niveau de votre pays. Alors, merci beaucoup. Mon langue, c'est portugais. Je suis de Guinée-Bissau. Je suis directeur général des transports de Guinée-Bissau. Et je ne parle pas bien le français. Il faut comprendre le français que je veux dire. Bon, je pense que le problème de Guinée-Bissau, c'est un peu le problème de tous les pays africains. C'est le problème de financement. Et traditionnellement, c'est l'État qui doit financer les sécurités routières. À Guinée-Bissau, le moyen que nous donnons pour la sécurité routière, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour beaucoup de plans, projets qu'il y a dans notre bureau pour la sécurité routière. De janvier à mois de mars, il y a décidé 54 personnes à la route à Guinée-Bissau. 54 personnes. Pourquoi? C'est le problème de voiture, c'est le problème de route, que ce n'est pas bon, la route. Il y a beaucoup de problèmes. Nous, dans notre bureau, dans notre direction, il n'y a pas de l'argent, pour se dire la vérité. Il n'y a pas de moyens. Pas de moyens. Nous demandons notre partenaire, beaucoup de partenaires qui sont ici, la Banque mondiale, le BAD, Banque africaine pour le développement, et même autres pays, l'ambassade chinoise qui est ici, nous faisons beaucoup de projets pour nous appuyer, pour nous soutenir pour le problème qu'il y a dans le pays. Mais si n'est pas nous dit pas rien. Il dit pas rien. Il nous dit, attendez, toujours attendre, il n'y a pas de moyens pour faire face à beaucoup de problèmes. Quand il pleut à Guinée-Bissau, c'est 6 mois qu'il pleut à Guinée-Bissau. Et toutes les routes qui n'est pas bon, il contribue pour beaucoup d'accidents qu'il y a à Guinée-Bissau. Bon, notre partenaire que devoir appuyer, c'est Banque mondiale, mais il ne dit pas rien. Rien, pour dire la vérité. Il y a beaucoup de projets à la bureau de Banque mondiale à Bissau, à la BAD, mais il ne dit pas rien. J'attends pour attendre. Il y a beaucoup de gens à mourir à la route. Beaucoup de problèmes à la route. Je ne sais pas comment nous avons fait ça. Mais je pense que c'est la même chose. Je ne veux pas parler beaucoup. Mais nous pensons, à notre bureau à Guinée-Bissau, il y a beaucoup de projets pour l'informatisation des bureaux de sécurité routière, pour le problème des statistiques et pour le base de données de notre pays. Mais s'il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien. Comment nous avons fait ça? C'est ça que je veux parler avec le représentant de la Banque mondiale qui est ici, le BAD et l'autre institution partenaire de notre pays pour nous appuyer. C'est très important. Mais à Guinée-Bissau, il y a beaucoup de gens à mourir à la route. Il y a beaucoup d'accidents. 4 ou 5 accidents par semaine à Guinée-Bissau. Surtout samedi et dimanche. Quand les jeunes vont à la discothèque, ils vont à la nuit, problème d'alcool, problème de drogue. Il y a beaucoup d'incidents samedi et dimanche à Guinée-Bissau. Il faut, comme nous sommes ici, à la première forum international d'Afrique pour la sécurité, je veux appeler notre partenaire qui est ici pour faire tout pour nous appuyer à Guinée-Bissau. C'est ça, merci. Merci pour ces éclaircissements, ces demandes aux bailleurs de fonds, notamment pour nos amis de la Banque mondiale. Je vais vous demander à notre ami pour essayer de présenter un peu comment le Sénégal, quels sont les mécanismes mis sur place
pour éventuellement financer la sécurité routière. Merci beaucoup. Moi, c'est Cheikh Omar Gaye, directeur des transports routiers du Sénégal. Alors, moi, je pense que pour adresser carrément la question, il faudra revenir sur les piliers qui fondent nos différentes stratégies nationales de sécurité routière. Nous, dans notre plan national de sécurité routière élaboré depuis 2011, nous avions 4 piliers. Le premier pilier, c'est effectivement l'aspect infrastructurel. Le deuxième pilier concerne donc le véhicule, le matériel roulant. Le troisième pilier, donc on va dire le renforcement de capacité pour vraiment adresser carrément le comportement humain. Et le quatrième pilier, c'est la gouvernance et le financement. Sur le premier pilier, il n'est pas correct ou juste de dire que nos gouvernements n'ont rien fait sur le plan infrastructurel. N'oublions pas que c'est un des facteurs d'accident. Et ces 10 dernières années, ou en tout cas ces dernières années, nos États, en tout cas au niveau du Sénégal, l'État du Sénégal s'est beaucoup investi sur les infrastructures routières. Ce qu'il faut dire à ce niveau, par contre, c'est qu'il faudra prendre davantage en compte l'aspect sécurité routière dans les aménagements. Privilégier au niveau des infrastructures, aménagements ou équipements de franchissement pour les traversées de voies à grande circulation pour les piétons. Privilégier aussi les pistes cyclables en milieu urbain, comme une ville comme Dakar, où vraiment l'urbanisation est très grande. En tout cas, prendre l'aspect audit sécurité routière sur toutes nos infrastructures. On a tellement bien compris que dans l'agence d'exécution routière AGEROUTE, il y a une direction qui est dédiée carrément à la sécurité routière, donc à l'audit de sécurité routière. Et c'est pareil au niveau de la direction des routes, en plus maintenant de ma direction qui s'occupe de la politique de sécurité routière au niveau étatique. Alors, au niveau des véhicules, c'est 2 choses. Attaquer le problème de l'âge des véhicules. Et cela, c'est d'abord un problème de réglementation qu'il faudra donc aborder en limitant l'âge d'importation des véhicules d'occasion d'Europe. Je pense que le débat a été posé hier. Au Sénégal, effectivement, on a limité l'âge d'importation des véhicules d'occasion depuis 2013. Et cela nous a permis, effectivement, au niveau du parc de véhicules particuliers, de baisser considérablement l'âge moyen. Par contre, au niveau des véhicules de transport, l'effet qui était escompté, de voir effectivement les opérateurs de transport peut-être acquérir du matériel en tout cas moins âgé, l'effet ne s'est pas fait, en tout cas ressenti, d'autant plus que les opérateurs n'ont pas investi à ce niveau-là. Et fort de ce constat, l'État a consenti beaucoup de moyens sur le renouvellement du parc, du véhicule des transports urbains, d'abord à Dakar, avec la Banque mondiale, c'est le lieu de les remercier encore une fois de plus, en opération pilote, et ça a réussi. Et là, dans toutes les grandes agglomérations du Sénégal, l'opération est étendue et que vraiment il y a des résultats très probants à ce niveau-là. Les autres segments de transport ont été adressés aussi bien le transport de marchandises avec le renouvellement des gros porteurs qui est en cours, le renouvellement de transport interurbain de passagers qui est en cours. Donc ça permet effectivement d'adresser et de juguler en tout cas la vétusté du parc au niveau du Sénégal. Toujours sur le parc, il faudra effectivement voir comment mettre en place des dispositifs de contrôle technique modernes. C'est ce que nous avons fait à Dakar depuis 2013. Nous avons érigé un centre de contrôle technique moderne. Quand on sait que Dakar polarise près de, on va dire, 72% du parc automobile sénégalais, si déjà une bonne partie de ce parc-là passe au niveau du centre, je pense qu'un grand pas est gagné. Et les statistiques que nous avons ont prouvé que moins de 1% en tout cas des véhicules qui ont fréquenté le centre de contrôle technique moderne sont impliqués dans des accidents mortels. Ce qui donne toute la pertinence effectivement de l'implantation de ces centres-là. Ces centres-là sont en train d'être étendus dans toutes les régions. Je pense que dans les prochains mois, nous verrons effectivement ces différents résultats-là. Maintenant, reste le renforcement de capacité. C'est à ce niveau maintenant qu'il faudra faire vraiment l'effort. C'est d'abord l'examen pour l'obtention du permis de conduire et la réforme des autres écoles. À ce niveau-là, c'est vrai qu'on est très faible à ce niveau-là, mais là, on est en train de travailler. Je le salue, mon homologue marocain, M. Bahamal. On est en train de travailler avec la coopération marocaine
pour la mise à disposition de leur application audiovisuelle pour l'examen théorique donc, du permis de conduire pour éviter au maximum le contact humain qui, avec toutes ses imperfections et en tout cas ses insuffisances, ne permet pas d'avoir le résultat escompté. Au niveau aussi de la gouvernance des titres de transport, c'est le lieu de dire effectivement que nous venons de lancer l'opération de renouvellement des titres de transport, tous les titres de transport, permis de conduire, carte grise, agrément et licence. Et c'est des permis de conduire biométriques avec des cartes à puce multi-applicatives qui permet effectivement non seulement d'avoir une gestion automatisée des infractions, la gestion pour arriver au permis à point, et maintenant rendre beaucoup plus efficace le contrôle routier qui fait défaut chez nous et dans plusieurs pays africains ou bien dans plusieurs pays du monde. Donc essayer au maximum de rendre automatisé ce système de contrôle-là pour dissuader en tout cas les contrevenants au niveau du code de la route. Et Ibou, je pense qu'il a dit hier, la plus grande faiblesse que nous avons dans nos différents pays, c'est la caducité de notre code de la route. Et là, nous avons entamé le grand chantier de refonte de notre code de la route pour prendre en compte non seulement les nouveaux paradigmes internationaux sur le plan transport, mais aussi prendre en compte les autres aspects de transport de masse, le BRT que nous sommes en train de mettre en œuvre à Dakar pour dissuader en tout cas l'utilisation de véhicules particuliers, surtout à Dakar où la mobilité se pose avec une grande acuité. Nous avons aussi le projet des trains express régionaux, donc les nouvelles signalisations routières, signalisations ferroviaires qui ne sont pas en ce moment prises en compte par le code de la route, donc sont en train d'être prises en compte dans ce nouveau code, avec d'autres aspects, maintenant la grande vitesse ferroviaire, avec le réseau national d'autoroutes que nous sommes en train de mettre en place. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui sont là. Et enfin, la gouvernance. Alors, dans la gouvernance, nous avons effectivement la mise en place d'autorités autonomes ou bien d'entités autonomes de gestion de la sécurité routière. En 2016, l'État du Sénégal avait sollicité et obtenu l'accompagnement du SSATP, c'est le lieu de remercier Ibou Diouf et toute l'équipe de SSATP, de nous avoir accompagnés dans la mise en place de cette entité autonome de gestion de la sécurité routière. Là, nous avons fini tout le travail préalable et les textes sont sur les tables des autorités pour effectivement, dans les mois ou en tout cas jours qui viennent, en tout cas mettre en place cette entité autonome qui permettra de fédérer tous les efforts au niveau national avec tous les services de l'État concernés. Je veux dire le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées avec la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur avec la police et les sapeurs-pompiers, le ministère de la Santé avec les assistances médicaux, et donc les associations qui œuvrent dans la promotion de la sécurité routière pour qu'ensemble, qu'on puisse lutter. Sur le plan financement, nous avons un levier très important, c'est le Fonds autonome d'entretien routier. C'est le Fonds d'entretien routier autonome, le FERA, qui alloue un pourcentage de son budget à la sécurité routière. Ce n'est pas suffisant, mais déjà c'est un mécanisme qui est là. En plus maintenant, on l'a dit, du budget consolidé de l'État, des bailleurs de fonds. Je pense que si c'est encore coordonné, on peut arriver à avoir un financement beaucoup plus efficace pour lutter contre l'insécurité routière, qui nous fait perdre, d'après la Banque mondiale, plus de 5 points de PIB. C'est très considérable. Tous les efforts de la contribution du secteur des transports en général dans les PIB de nos différents pays, en tout cas au Sénégal, ces efforts-là seront annihilés si rien n'est fait, si le statu quo est maintenu, par effectivement en tout cas, les externalités négatives dues à l'insécurité routière. Voilà ce que je voulais donner comme contribution. Merci, monsieur le directeur représentant du Sénégal, pour ces présentations qui montrent plus ou moins quels sont les outils mis en place au niveau du Sénégal, notamment le fonds pour l'entretien routier qui effectivement finance une partie importante de la sécurité routière. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ou non? Donc ça, c'est une grande question. Est-ce que les financements qui sont mobilisés, est-ce qu'on en tire le maximum pour éventuellement diminuer les accidents de la circulation? Ça, c'est une autre question. Monsieur Bamel, directeur du transport routier de la sécurité routière du Maroc. Donc, s'il peut nous présenter un peu quels sont les outils mis en place pour financer.
Merci, Monsieur le Président, chers panélistes, mesdames, messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier l'assistance d'avoir résisté donc, cette longue journée pour assister à cette dernière session de la journée, pour débattre d'un thème que je considère moi personnellement très important. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des stratégies bien faites si on n'a pas les moyens de les mettre en place, de les concrétiser, pour qu'ils puissent, bien sûr, donner des résultats escomptés. Au Maroc, je rappelle pour les gens que nous sommes déjà à notre deuxième stratégie de la sécurité routière. La première stratégie a été donc établie et mise en œuvre depuis 2003 jusqu'à 2013. Et nous avons consacré 2014 et 2015 pour l'évaluation de la première stratégie et pour l'élaboration d'une deuxième stratégie, en nous appuyant bien sûr sur les points forts et les points faibles constatés au niveau de la première stratégie. Et ça a été fait avec l'assistance de la Banque mondiale. En résumé, la deuxième stratégie de la sécurité nationale, de la sécurité routière pour le Maroc, on se résume en 10 mots clés. Il y a 5 piliers, 5 priorités. Et ces 5 priorités, ils s'appuient sur 5 piliers pour atteindre un objectif très ambitieux qui a été fixé par le gouvernement marocain, c'est celui de réduire le nombre de tués de 50% à l'horizon 2026. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un véritable challenge, puisque déjà, nous sommes à peu près à 3500 tués, et on veut, à l'horizon 2026, d'être à moins de 2000 tués. Donc, c'est vraiment un véritable challenge. Les priorités sont les suivantes. Donc, il y a d'abord les piétons. Pourquoi on a choisi les piétons? Parce que tout simplement, ils représentent 28% du nombre de tués. Et on considère que ce n'est pas normal à ce qu'au Maroc, 28% des tués soient des piétons. Donc il faut bien sûr faire quelque chose pour redresser cette situation. Le deuxième enjeu stratégique ou de deuxième priorité, c'est les 2 roues. Donc les 2 roues aussi, ils représentent 24% du nombre de tués. Puis les enfants de moins de 14 ans, ils représentent 10% du nombre de tués. Les véhicules qui font, c'est-à-dire un accident avec un seul véhicule, représente 14% du nombre de tués. Et le transport professionnel, donc taxi, transport de marchandises, transport de personnes, de manière générale, il totalise 8,7% du nombre de tués. Donc si on fait le pourcentage de cet ensemble-là, ça nous donne déjà 84,7% du nombre de tués. Donc si on réussit le challenge dans ces priorités, on peut dire qu'on a réussi le challenge dans la stratégie de la sécurité routière. Maintenant, ces priorités, ils s'appuient sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est la gouvernance. Le deuxième pilier, c'est véhicules plus sûrs. Troisième pilier, c'est l'infrastructure plus sûre. Quatrième pilier, c'est les secours post-accident. Cinquième et dernier pilier, c'est le comportement de l'usager de la route. Je ne l'ai pas classé en dernier lieu parce qu'il est moins important. Au contraire, je l'ai placé en dernier lieu parce que justement, c'est le plus important. Et c'est le plus difficile, à mon avis, si on veut réussir le challenge de la stratégie. Bien sûr, le comportement, on doit agir sur le comportement par la formation. Il y a donc 4 leviers pour agir sur le changement de comportement. Il y a d'abord la formation, à tous les niveaux, la formation de base pour avoir le permis, la formation, bien sûr, pour la conducteur professionnel, la formation initiale, la formation continue, etc. Il y a, bien sûr, le contrôle et il y a la sanction. Donc, c'est ça les 4 leviers sur lesquels on peut agir pour changer le comportement de l'usage de la route. Maintenant, cette stratégie, avec l'aide, bien sûr, de toutes les personnes, tous les départements qui sont représentés au niveau du comité interministériel de la sécurité routière ou bien au niveau du comité permanent de la sécurité routière, on a dressé action par action qui touche toutes les priorités, tous les enjeux stratégiques. Et on a chiffré la stratégie, on l'a traduite en 2 plans d'action. Le premier plan d'action c'est 2017-2021 et le deuxième donc 2022-2026. Le premier plan d'action, on a totalisé donc l'ensemble des actions et se chiffre à 5 milliards 782 millions de dirhams. Je dis 5 milliards 782 millions de dirhams. Et ces 5 milliards 782 millions de dirhams, bien sûr, on les a classés, c'est-à-dire entre les différentes composantes. Il y a d'abord tout ce qui est les actions, je dirais, de contrôle,
les actions de contrôle totalisent 1 614 millions de dirhams. Donc c'est à peu près 161 millions d'euros. Les infrastructures, contrairement à ce que l'on pense que toujours la sécurité routière, c'est agir beaucoup sur l'infrastructure. Elle totalise 2 475 millions de dirhams, donc à peu près de 148 millions d'euros. Les secours post-accident, donc c'est 10% donc, du budget, c'est 550 millions de dirhams, à peu près 55 millions d'euros. Et puis, toutes les actions de communication, de formation, de sensibilisation, etc., ça totalise 1 143 millions de dirhams, soit 19%, je dirais, du budget. Maintenant, la question pertinente qui a été posée par M. le Président, comment il faut faire pour trouver cet argent? Parce que la sécurité routière, certes, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et ce coût, il faut trouver le moyen pour le trouver. Bon, je peux classer, à mon avis, les actions en matière de sécurité routière en deux actions. Il y a des actions, à mon avis, que je peux qualifier de préventives. Généralement, les actions à caractère préventif ne coûtent pas beaucoup d'argent. Et on peut les faire sans aucun problème. Et puis, il y a les actions que je peux qualifier de curatives. Ça demande beaucoup d'argent. Donc, pour corriger les erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut éviter. À mon avis, la sécurité routière, si vous permettez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, elle doit commencer au moment où on réfléchit et on pense les plans d'aménagement des villes. C'est là on doit penser de la sécurité routière. À chaque fois qu'on veut tracer un trait, il faut voir l'impact, je dirais, de ce trait, de cette voie qu'on a tracée. Quel est son impact sur la sécurité routière? Il est plus facile d'agir, de changer un trait, de le modifier, que de changer une infrastructure, de modifier une infrastructure qui est déjà sur place. Puis, le deuxième, à mon avis, levier sur lequel on peut agir à titre préventif, c'est celui de la conception des projets routiers. À mon avis, comme ce que nous faisons actuellement, de faire des études d'impact des projets sur l'environnement, nous devons, à l'avenir, si on n'a pas déjà commencé, voir l'impact, je dirais, de toutes les infrastructures, quel est l'impact de la sécurité routière sur les infrastructures. S'il y a un point noir au niveau d'un plan, au niveau de la conception, autant le corriger au niveau de ce stade de plan. Ce n'est pas la peine de réaliser le projet et pour découvrir après qu'il y a un point noir. Et à ce titre, je propose, à mon avis, qu'on doit avoir des ingénieurs spécialistes dans le domaine de la sécurité routière. Et chaque projet routier, il ne doit pas passer au stade de l'exécution avant d'avoir le fait vert de ce spécialiste qu'on appelle spécialiste, je dirais, de l'audit de la sécurité routière. Il y a aussi des actions, à mon avis, de faible coût, de moindre coût, et qui ont un impact très très positif sur la sécurité routière, mais qui nécessitent du courage sur le plan politique. Je peux citer à titre d'exemple la libération des trottoirs. On peut constater qu'une ville, l'espace routier, il doit normalement respecter tous les usagers, toutes les catégories d'usagers. Il n'y a pas uniquement que la voiture en tant qu'usager de la route. Il y a la voiture, on doit laisser sa place. Il y a les deux roues, les deux roues doivent trouver leur place dans l'espace routier. Mais il y a aussi et surtout les piétons. Vous avez constaté, vous avez retenu qu'au Maroc, 28% du nombre d'utilisateurs, c'est les piétons. Et qu'est-ce que nous faisons lorsque nous faisons une conception? Comment nous faisons? Qu'est-ce qu'on a fait pour justement que ce piéton trouve son espace et puisse se déplacer, faire sa marche en toute sécurité? Nous avons des trottoirs, malheureusement, qui sont occupés par des commerces. Ceci n'est pas occupé par le stationnement du véhicule. Il faut être intransigeant. Il faut avoir le courage politique de faire respecter, je dirais, ce qui a été conçu initialement par l'ingénieur, je dirais, de l'aménagement des villes. Il y a la chaussée, il y a le trottoir, il y a la piste cyclable, etc. Maintenant, à mon avis, on peut appliquer dans ce domaine de la sécurité routière le principe du pollueur-payeur. Celui qui commet les accidents, à mon avis, doit payer. Il doit payer, c'est pas, bien sûr, c'est une sanction, mais c'est surtout pour que l'erreur ne se répète plus, pour éviter la récidive. C'est ce principe qui a été appliqué au niveau du Maroc. Les gens,
bien sûr, qui commettent des infractions, ils payent une amende. Une partie d'amende, bien sûr, elle est collectée, elle est versée dans un budget à gestion autonome, ce qu'on appelle le SEGMA, des directions de transport routier et de la sécurité routière. Tous les gens qui passent le permis, chaque fois qu'ils passent le permis, ils payent une petite taxe qui alimente ce fonds. Et il y a aussi les gens qui font l'immatriculation de nouveaux véhicules ou bien qui achètent un véhicule déjà usagé, ce qu'on appelle la mutation de véhicule. Ils payent une petite taxe qui alimente ce budget SEGMA. Et croyez-moi qu'avec ce budget, je ne dirais pas qu'on n'aura pas toujours besoin de l'aide de l'État, du budget de l'État, mais on soulage d'une manière considérable le budget de l'État. À titre d'exemple, nous avons au Maroc instauré le contrôle automatisé de la vitesse. Nous avons acquis 150 radars de contrôle automatisé de la vitesse. Il y en a qui sont 112 qui marchent actuellement, les autres ils sont bien sûr vandalisés et nous sommes en train de les réparer pour les remettre en service. Ça nous fait rentrer à peu près 50 millions d'euros chaque année. 50 millions d'euros, ce n'est pas négligeable. 50 millions d'euros comme ressources sûres qu'on peut consacrer pour l'acquisition, bien sûr, de nouveaux radars, pour faire des aménagements de sécurité, etc., etc. Mon collègue de la direction du route ce matin, il vous a certainement parlé, pour les gens qui étaient là, du PSAS, qu'on appelle le programme d'aménagement de sécurité routière. Il y a une partie qui a été financée par le budget SEGMA de la direction de transport routier et de la sécurité routière, notamment les points d'accumulation des accidents. Et nous avons, monsieur le ministre, dans son discours hier, il a annoncé à l'assistance que le Maroc il est au stade de passer un marché pour l'acquisition de 552 radars de contrôle automatisé des infractions au code de la route, pas uniquement la vitesse. On va introduire pour la première fois au Maroc le respect, je dirais, des voies, le respect de la ligne stop, le respect de feux rouges. Et j'ai fait une règle de 3. Bien sûr, ce n'est pas proportionnel. Avec les 664 radars qu'on aura, une fois qu'on va mettre en place les 552, on va faire à peu près 3 milliards de dirhams de recettes chaque année. Ça fait 300 millions d'euros. Ce n'est pas négligeable. Et ça ne dérange pas le budget de l'État. Au contraire, ça permet aux gens qui font des accidents de changer leur comportement. Parce qu'il y a des usagers de la route pour lesquels la sensibilisation est suffisante pour changer leur comportement, mais il y a des personnes malheureusement que je peux qualifier de je m'en foutiste. Il faut bien sûr passer au stade supérieur, celui du contrôle et de la sanction, pour essayer d'avoir un impact positif de leur comportement sur la sécurité routière. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, pour ces précisions. Pour ces précisions sur le financement des programmes de sécurité routière au niveau du Maroc. Et donc, je m'adresse à Monsieur Laurent pour qu'il puisse nous parler un peu de cette problématique. Comment est-ce qu'elle est perçue au niveau de votre institut? Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier les autorités marocaines d'avoir eu l'excellente idée d'organiser ce premier forum africain de sécurité routière, qui est bien évidemment nécessaire. On a parlé dans différentes sessions beaucoup de coûts, de manque d'argent. Et ça m'a fait réfléchir un petit peu une allégorie. Et si on imaginait à quelqu'un donner une pelle avec un tas de terre relativement important, on lui dit il y a une pierre dedans. Est-ce que tu vas chercher la pierre? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, personne n'ira chercher la pierre. Pourquoi? Ça sera trop coûteux. Dites maintenant à la même personne, il y a un petit diamant. Je suis sûr que certains d'entre vous feront 3, 4 fois, 5 fois tamiseront la terre pour retrouver le diamant. Et comme l'a dit justement Madame Mandela hier, chaque vie humaine est un petit diamant à préserver. À partir du moment où on a compris que la vie humaine est un petit diamant à préserver, qu'il y en a donc pas mal sur le continent africain, ça replace la priorité de manière relativement haute pour le décideur politique. Et je pense qu'une première étape pour trouver des financements, c'est vraiment de faire prendre conscience de la valeur de la vie humaine. Vous l'avez dit, il n'y a pas de prix, il y a un coût, mais il y a une valeur importante. Donc il faut préserver ces petits diamants. Donc ça, je pense que la première étape, c'est le volontarisme politique. Quand j'entends qu'il existe des possibilités de prendre 2-5% sur des fonds routiers, il y a encore 95%. Donc c'est un arbitrage politique qui est à l'œuvre,
que je respecte bien évidemment, mais c'est un arbitrage politique. Et donc il faut savoir que dans cet arbitrage politique, des petits diamants, des vies sont à l'œuvre. Alors tout cela, ça ne résout pas le problème des ressources. Je dirais que pour un pays, il y a des ressources à trouver de manière exogène et extérieure au système de sécurité routière. On parle très peu des conditions de développement économique. Les conditions de développement économique sont relativement importantes pour un pays parce que ça génère de la richesse, ça génère de la ressource fiscale. Un État qui est plus riche a aussi plus de moyens pour consacrer au développement du réseau routier, mettre une politique de sécurité routière. Une société qui est plus riche, ce sont des individus qui sont plus riches, qui peuvent aussi s'acheter plus facilement, passer d'une motocyclette à une automobile, d'une automobile de qualité de mauvaise qualité à de bonne qualité, etc. Et ça contribue à la sécurité routière et on ne doit pas négliger ces effets de long terme. Autre effet extérieur ou exogène, effectivement cela a été évoqué, je ne reviendrai pas, ce sont les aides extérieures qui à mon avis doivent être ciblées, temporaires, des coups de pouce, nudge un petit peu, pour aider à enclencher la dynamique pour que le pays ensuite soit lancé sur de bons rails ou sur de bonnes routes. Je dirais aussi, ça a été évoqué par mon collègue marocain, il existe des financements endogènes, propres au système de sécurité routière et d'économie du pays. Cela a été évoqué. On peut financer des mesures de sécurité routière en les adossant directement, en mettant des standards dans les projets routiers. On peut financer de la sécurité routière en aménageant correctement, en réfléchissant au plan d'urbanisme. C'est ce que vous avez dit, monsieur, chers collègues, vous avez insisté. Et à partir du moment où on conçoit en amont, on produit des effets en aval et ça coûte beaucoup moins cher de prévoir effectivement que de réparer. Donc ça, c'est pas négligeable aussi à mettre en œuvre et ça demande une coordination de l'État. On reviendra, c'est sur la question de la gouvernance. Cela a été aussi évoqué. Une autre manière de financer, c'est le principe du pollueur-payeur ou l'usager-payeur. Vous avez évoqué, il y a toutes les possibilités d'adosser de manière subtile, parce qu'il ne faut pas générer des effets pervers, des taxes sur les ventes des véhicules, l'importation, les exportations, les véhicules d'occasion, tout type de véhicules bien sûr, les contributions sur les fournitures, on a parlé des pneus, des pièces détachées, etc. Donc c'est l'usager payeur. Et on peut également demander, je pense, des contributions aux acteurs du système économique des transports. On parlait des assurances qui gèrent l'indemnisation. Donc quand les effets de l'accidentalité, c'est moins d'indemnisation versée, les assurances sont positivement impactées. Il n'est pas illogique que la société de l'assurance dans son ensemble puisse contribuer aux efforts d'amélioration de la politique de sécurité routière. Ce sont aussi éventuellement des taxes sur l'usage de certains réseaux routiers ou des activités de transport. Une autre possibilité, c'est de mobiliser, je dirais, les particuliers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'État qui puisse dépenser, il y a aussi les individus qui peuvent dépenser pour eux-mêmes. Lorsqu'on oblige au port du casque, c'est une dépense privée, ou je dirais plutôt, si on raisonne avec des effets de long terme, des investissements privés. C'est exactement la même chose lorsqu'on peut demander que des entreprises privées et développent des plans de formation de leur personnel pour sécuriser les déplacements. La même chose pour les personnels des administrations. Ce n'est pas des actions de sécurité routière financées ex nihilo, c'est, je dirais, dans l'activité même de ces mêmes administrations. Donc voilà, je dirais qu'il y a quelques grands principes bien connus. Il reste des questions quand même de gouvernance. On a parlé aussi quelque part de sanctuariser les fonds, et ça c'est placé notamment dans des projets pluriannuels, par exemple, d'avoir des financements dédiés, ça a été évoqué, en les protégeant, en rendant compte sur l'utilisation des fonds, parce qu'il ne s'agit pas simplement que de dépenser, il faut dépenser efficacement, parce que pour sauver un petit diamant ici, peut-être qu'on en condamne 10 autres ailleurs, donc il faut bien réfléchir à comment on utilise les fonds, donc une agence éventuellement leader. Il y a aussi toute la réflexion du système de gouvernance au sein même de l'État. On a parlé de l'aménagement urbain, mais ça suppose aussi que les municipalités, les grandes villes, on a eu une session ce matin, soient aussi des acteurs et aient aussi les moyens de leurs ambitions. C'est-à-dire que les canaux de financement doivent être aussi prévus, pas simplement pour l'État central, mais également dans un processus de décentralisation plus ou moins complexe selon les pays. Donc c'est un ensemble de mesures finalement assez relativement connues sur différents leviers qui sont disponibles. Et je dirais que le premier levier, c'est quand même le volontarisme politique, parce qu'effectivement, mettre une taxe, c'est pas très populaire. Mais il faut se dire qu'en face, c'est sauver des vies.
Merci, Monsieur Laurent, pour ces précisions. Effectivement, donc, comme a été présenté, donc, il y a différents outils qui sont mis en place. Il y a des niveaux différents en termes de financement de la sécurité routière en fonction des pays. Maintenant, comment est-ce qu'on peut éventuellement passer à une étape suivante, à une étape beaucoup plus offensive en termes de mobilisation de moyens de financement beaucoup plus importants. Pour ce, je demande aux panélistes de formuler des recommandations éventuellement pour que l'on puisse les transmettre aux organisateurs du forum afin de voir qu'est-ce qu'on peut éventuellement enclencher par la suite. Madame, si vous avez des recommandations en termes de financement. En termes de financement, comme j'avais dit, notre principal partenaire, c'est la Banque mondiale. Et internement, nous avons des petites entreprises qui participent avec nous. Mais je réaffirme que ce n'est pas suffisant et continuer à réguler les questions de sécurité routière si nous avons resté avec les missions dans les papiers. Nous avons parti par la pratique. Pour nous, c'est prioritaire, partir par la partie pratique, parce que nous pensons que de cette manière, nous pouvons contribuer pour sauver beaucoup de vies dans la route. Merci. Merci. Le représentant du Mali. Merci. Donc, moi, je pense qu'il faut lever le problème à un haut niveau pour inviter les autorités à s'impliquer davantage pour les questions de financement des questions de sécurité routière. Et particulièrement lors des discussions avec les partenaires techniques et financiers, de prioriser dans leur démarche la question de sécurité routière, puisque avec les institutions financières, lorsque les discussions sont en cours, très généralement, les autorités ont d'autres préoccupations. C'est ce qui fait que les questions de sécurité routière ne sont pas généralement mises sur la table et proposées aux partenaires techniques et financiers. Donc à ce niveau, je souhaiterais qu'on privilégie quand même les questions de sécurité routière lors des discussions avec les institutions financières et les partenaires techniques et financiers. Ensuite, je dirais qu'il faut aussi voir au niveau interne ce qui peut être fait. Parce que c'est vrai que le problème de sécurité routière est une question évolutive. Et puis, les ressources à l'interne ne peuvent pas suffire. On est obligé de faire recours à des appuis de l'extérieur. Cela ne doit pas nous empêcher de nous organiser sur le plan interne. Sur le plan interne, il y a certaines dispositions qui peuvent être mises en œuvre. Je prends le cas de chez moi au Mali, les infractions aux règles de la circulation routière, par exemple. Parce que chez nous, les infractions aux règles de la circulation routière sont divisées en deux catégories. Il y a les infractions contraventionnelles et les infractions délictuelles. Alors, les infractions contraventionnelles sont gérées par la police et puis la gendarmerie. Et toutes ces ressources vont alimenter l'Agence nationale de sécurité routière. Alors, les infractions qui relèvent des tribunaux, ces infractions, lorsque le tribunal est saisi, lorsque le jugement est fait, donc le contrevenant est exposé à des paiements d'amende beaucoup plus élevés que l'aspect contraventionnel. Donc tout ceci constitue à notre niveau des mobilisations de ressources pour assurer nos missions. Monsieur Carnis a dit tout de suite, il faut faire intervenir les entreprises, il faut faire intervenir d'autres acteurs qui ne sont pas forcément de l'État. À ce niveau, nous appuyons beaucoup. Nous appuyons beaucoup sur les sociétés, les entreprises telles que les sociétés d'importation d'hydrocarbures qui financent des questions de sécurité routière, des levées de fonds qu'on peut organiser à tout moment pour des questions ponctuelles de gestion d'événements.
Et aussi les sociétés de téléphonie également ont fait participer. Les assureurs contribuent beaucoup aussi à alimenter les questions. Et puis les concessionnaires d'automobiles. Donc voilà des ressources qui peuvent être mobilisées au niveau de ces différents secteurs sur le plan interne. Les redevances que nous avons gérées au niveau étatique, c'est les taxes et les redevances qu'on prélève directement sur les plaques d'immatriculation, les permis de conduire, les cartes de transport. Et voilà, donc c'est sur ces différents... et le contrôle technique aussi. Donc à ce niveau, des taxes sont prélevées pour alimenter les questions de sécurité routière. Donc c'est pour dire que beaucoup de choses peuvent être encore faites. Mais la question fondamentale sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est de prioriser cette question au niveau politique et au niveau arbitrage avec les institutions financières. Merci, monsieur. Merci. Donc je me retourne vers la représentante pour une recommandation en termes de sécurité routière, surtout pour la partie, le volet financement. Thank you very much. I would like to say that in the coming year, 2019 to 2030, we know that United Nations has launched what is called UN Road Safety Trust Fund. And I'm going to humbly ask the United Nations people who are here that they should please, first of all, consider African continent as far as the funding on road safety strategy are concerned. I just want to highlight the problems that we have in our country concerning the pedestrian safety strategies. You'll find that the categories that I can put here, we have children, young people, elderly people, and disabled persons. And you'll find that the strategies that are addressing this category of population in road safety work, they have serious challenges. Because we find that most of the strategies, we are supposed to be funding them internally. And I can highlight here that as far as road safety strategies are concerned in my country, for such strategies to be funded internally by the government, it is really a serious challenge. And I would like to highlight here that if these people, they are dying, it means that my country is really having it hard. Because I will tell you what, in our country, we are only 2 million people. And if the future generation, they're being killed on the road, I, as a road safety person, I tend to sometimes feel guilty of what I am doing to save this country, because already the population is going down because of some other various reasons, for instance, HIV/AIDS. So am I also contributing by not taking care of them? Why is it that they are dying on the road? I am not going to be allowing that. And I'm concerned that as far as road safety education is concerned, there's a problem in African countries. You'll find that there are organizations, they are still here, some of these organizations. They will be funding every other subject except road safety education in the schools. And you find that in the process, after these children or our students, they understand, for instance, they understand what is maths and science and everything else. Unfortunately, they don't appreciate that both the roads and the vehicles, there is a serious challenge to them. Why? Because road safety education is not incorporated in the schools in most of the African countries. So I would like to appeal to everyone who is here
who can be able to fund us to get these strategies into, maybe in primary school, high school, even the institution of higher learning. It is such a challenge. Thank you. Merci, Madame, pour ces recommandations assez importantes et très touchantes. Donc, le représentant du Gabon pour des recommandations. Ok, je vais être très succinct. Je dirais que la problématique du financement, la stratégie de la sécurité routière au Gabon est au centre des préoccupations du ministère des Transports, ce qui l'a conduit très rapidement à mettre sur la table du gouvernement de nouveaux mécanismes de financement. Toutefois, afin de ne pas accroître la pression fiscale sur les usagers, nous allons explorer des mécanismes de financement des bailleurs de fonds jusque-là inexplorés par le gouvernement et ainsi optimiser les mécanismes de financement et renforcer leur efficacité. Je vous remercie. Pour les mécanismes de financement dans notre pays, je pense qu'internement, les fonds de notre État, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, à l'éducation, à la santé. Et je pense que la priorité de notre gouvernement à ce moment, ce n'est pas pour la sécurité routière, je vais dire la vérité. Mais notre expectative, je pense que c'est possible parce que ce moment, il y a une commission technique de réforme dans notre politique de transport et sécurité routière dans notre pays. Réforme, nous avons lancé brièvement un concours international pour le centre d'inspection technique des véhicules à Guinée-Bissau. Nous avons lancé sur le plaque de matriculation, nous avons invité les entreprises pour aller à Guinée-Bissau parce que nous cherchons les entreprises qu'il y a une expérience à niveau de matriculation, à niveau de contrôle technique. Il y a une entreprise portugaise qui est à Guinée-Bissau, mais je pense que l'équipement, ce n'est pas bon. Je ne suis pas technicien, mais tout le monde, il y a beaucoup de problèmes entre les chauffeurs, les propriétaires de véhicules et l'entreprise qui est à Bissau. C'est ça que le gouvernement il dit pour lancer un concours international pour appeler toutes les entreprises de contrôle technique, de matriculation, pour chercher l'autre partenaire de l'État pour la direction générale des transports. Internement, c'est difficile. Je veux dire la vérité. Notre expectative, je pense que c'est notre partenaire qui va nous appuyer pour concrétisation de cet objectif. Que ce n'est pas facile. Et je pense que la Banque mondiale, BAD, les banques d'investissement islamique d'Afrique et les autres partenaires, c'est notre, comment dire, c'est que nous pensons que ils vont nous appuyer pour la concrétisation de notre objectif. Mais internement, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de moyens. Et notre gouvernement, il y a beaucoup de problèmes, que tout le monde sait. Il y a beaucoup de problèmes à Guinée-Bissau. Bon, mais nous avons continué à travailler. Et je vous dis sérieusement que notre pays voisin, Sénégal, il travaille bien. C'est vrai qu'il dit, parce que je suis 15 jours, j'étais à Dakar. Et nous pensons que nous avons demandé au directeur comment nous avons fait pour nous appuyer. Et le gouvernement sénégal qui appuie beaucoup à Guinée-Bissau pour nous appuyer et pour concrétisation de notre objectif dans la sécurité routière. Merci. Merci. Donc, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Relativement aux recommandations par rapport au financement et des résultats attendus par rapport à ce forum-là,
c'est d'abord de dire qu'on a identifié 2 sources de financement. Des sources internes. Je pense que là, ça demande uniquement donc, une volonté politique. C'est effectivement allier une part importante, en tout cas, de tout ce qui est contravention, les recettes tirées des contraventions du contrôle routier, et donc au niveau de la sécurité routière, les redevances au niveau du contrôle technique des véhicules, les droits et taxes au niveau de l'examen du permis de conduire, donc, et les autres titres de transport. Si on prend exemple sur le Maroc, je pense qu'on pourra avoir des sources vraiment pérennes pour assurer, ne serait-ce que en tout cas, le fonctionnement de la structure ou bien de certaines activités donc, de sécurité routière. Alors, la deuxième question sera les sources externes. Les sources externes, c'est de dire aux bailleurs d'en faire une conditionnalité. Pour tout projet financé par les bailleurs, projet infrastructure bien entendu, et même service de transport, d'inclure une composante sécurité routière. C'est le cas déjà avec la Banque mondiale au Sénégal, avec le projet BRT. On a une composante sécurité routière qui est inclue effectivement dans le projet. Ça permet effectivement, pour les nouvelles infrastructures, en tout cas pour les nouveaux investissements qui seront faits dans ces pays-là, que l'aspect prise en charge de la sécurité routière soit de mise. Maintenant, tout ce qu'on a pu engranger en termes de sources internes permettra de remettre à niveau donc, l'existant. Donc je pense que si on travaille sur ces leviers, on pourra en tout cas améliorer très sensiblement en tout cas, les problèmes d'insécurité routière. Et le dernier point, c'est de dire, d'avoir un engagement vraiment, on va dire citoyen, ou bien un engagement donc, de la représentation nationale. Lorsque le problème s'était posé en France il y a peut-être 10 ans ou un peu plus, le gouvernement français a porté la question au niveau de l'Assemblée nationale. Et il y a un engagement fort de toute la représentation nationale et même la question de la sécurité routière est reportée même dans la Constitution. C'est pour donner l'engagement des citoyens, l'engagement populaire pour dire que la sécurité routière c'est une affaire de tous. Les pertes en vies humaines, on ne peut pas les quantifier. Déjà, sur le plan international, sur le plan scientifique, on peine à s'accorder sur les modes d'évaluation d'un mort. Ça varie d'un pays à un autre. Donc, ça veut dire que la question est tellement indécente de vouloir déjà évaluer économiquement un mort. C'est indécent. Mais il faudra le faire pour montrer ce qu'on perd vraiment à ne rien faire sur l'insécurité routière. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, en guise de recommandation, à mon avis, il y a d'abord quelque chose de primordial, c'est l'engagement politique pour faire de la sécurité routière une véritable priorité. Parce que les décideurs, il faut qu'ils soient convaincus que ce que nous faisons pour la sécurité routière, ce n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. C'est un investissement pour sauvegarder les vies humaines. Et je pense que les vies humaines n'ont pas de prix. Et c'est indécent, comme vient de dire mon collègue du Sénégal, il est même indécent d'évaluer combien ça coûte une vie humaine. Deuxième recommandation, je pense qu'à l'avenir, le défi de la sécurité routière sera dans les villes. Ce que nous avons constaté au niveau du Maroc, c'est que la part du tué dans les villes ne cesse d'augmenter. Et il le sera davantage à l'avenir, parce que les villes s'étendent, l'embouteillage, les gens sont devenus impatients. Donc, il faut obliger, à mon avis, il faut que la loi oblige les présidents de communes à affecter au moins les ressources qui leur proviennent de l'exploitation de l'espace routier à la sécurité routière. Il faut que ça devienne une obligation, pas un choix. Favoriser les actions préventives parce qu'ils sont justement de faible coût et ils ont un impact très important, notamment tout ce qui est les plans d'aménagement, les audits de sécurité routière au projet avant leur réalisation, etc. Il faut instituer des fonds dont les ressources seront dédiées exclusivement à la sécurité routière. Parce que généralement, les gouvernements, lorsqu'ils ont beaucoup de choix, beaucoup de contraintes, on a toujours la tendance à reléguer la sécurité routière en deuxième, si ce n'est pas en quatrième priorité.
tirer profit des expériences des pays leaders dans le domaine de la sécurité routière, justement pour ne pas réinventer la roue, parce qu'il y a des choses qui ont été déjà faites par les pays que nous dévancent dans la sécurité routière. À mon avis, il est important de tirer profit de ces expériences. Intégrer le financement de la sécurité routière dans le financement des infrastructures. C'est-à-dire, ça revient bien sûr à dire il faut prendre en considération la sécurité routière au moment de la conception des ouvrages. Ça peut donner lieu à un surcoût. Il ne faut pas que ce surcoût-là, à mon avis, ne change la décision de ne pas tenir compte de l'aménagement de la sécurité routière. De toutes les manières, ce coût, il vaut mieux le payer au moment de la conception. Ça va nous coûter moins cher que de le laisser jusqu'à ce qu'on réalise l'infrastructure. Ça va coûter beaucoup plus cher et ça va même entraîner la perte des vies humaines. Il y a aussi une action, à mon avis, qui est très importante, et je peux la qualifier de faible coût, c'est intégrer la sécurité routière dans le cursus scolaire. Parce qu'il faut apprendre la sécurité routière aux générations futures à partir de bas âge. Et si nous voulons réussir le challenge de la sécurité routière, il faut commencer par ça. Et merci. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Laurent, une recommandation? Oui, merci, monsieur le président. Je reprends un peu les mots de mon collègue. Il disait stratégie sans financement, ça ne sert à rien. Je dirais financement sans stratégie ne sert à rien. Et donc, je pense que, c'est pas nouveau, un certain nombre de travaux l'ont montré, qu'il est important d'édifier des agences leaders basées sur une interministérialité, puisque la sécurité routière, c'est pas que les transports ou l'intérieur, c'est aussi la santé, l'éducation, comme ça a été dit. Donc c'est un ensemble de ministères, j'en oublie sans doute d'autres. Donc ça, c'est essentiel, et fonctionner sur l'interministérialité. C'est-à-dire que lorsqu'on a une organisation de ce type, on doit aussi penser à un budget, des modalités de fonctionnement, aussi la reddition des comptes. Il faut rendre compte. Vous avez parlé de la représentation nationale. Effectivement, Jacques Chirac, en 2002, avait fait la sécurité routière un chantier prioritaire. Effectivement, il faut que ce soit un engagement politique. C'est là qu'on révèle la valeur des choses. Et je partage aussi tout à fait la proposition d'évaluer les coûts de l'inaction. On parle toujours du coût de l'action, donc c'est toujours trop cher. Il faut aussi montrer qu'il y a un coût à l'inaction. Il faut donc se départir de cette approche comptable où on est juste sur des débours, mais avoir une approche plus économique où on montre aussi tout ce qui a été perdu à cause des accidents, des familles meurtries, des gens qui n'ont pas vécu, des familles endeuillées, des pertes de famille et des pertes de revenus, des familles déstabilisées, des conséquences socio-économiques bien réelles et qui, parce qu'elles ne sont pas chiffrées, c'est comme si elles n'existaient pas. On en parle, mais c'est comme si elles n'existaient pas. Et je pense que c'est important, effectivement, de donner des informations et de développer aussi des bases de données sur ce genre de choses pour montrer qu'il existe un problème. Et ça revient un petit peu à ce que nous disait Madame du Lesotho, c'est qu'effectivement, la sécurité routière, elle doit remonter, et c'est en montrant qu'il y a une véritable crise finalement sanitaire sur cette question qu'on peut ensuite lui donner une réelle priorité. Je suis sûr que le politique là trouvera qu'il y a matière à agir. Donc un engagement au plus haut niveau, ça me semble aussi évident. Et puis enfin, je pense qu'il faut réfléchir aussi, entre guillemets, à des mesures à moindre coût. Vous avez parlé de l'automatisation. L'automatisation des contrôles, c'est un formidable réducteur des coûts. Alors c'est sûr que ça coûte cher à l'achat, c'est un investissement, mais ça permet de démultiplier les heures de contrôle, ça permet de, entre guillemets, de punir les comportements illégaux, dangereux, et éventuellement avoir un financement de mesures de sécurité routière. Et d'ailleurs, certaines mesures de sécurité routière peuvent être autofinancées, ça c'est le cas des radars automatiques. Donc on doit réfléchir aussi à des mesures, je dirais, intelligentes qui sont capables de se financer elles-mêmes, notamment par le produit des Allemandes, mais pas seulement, et donc rendre plus accessible un certain nombre de mesures pour le décideur. Merci, monsieur Laurent, pour ces recommandations. Effectivement, je me permets de faire aussi des recommandations, notamment pour une action qui ne nécessite rien. C'est effectivement pour les gens qui sont vulnérables, et notamment les enfants auprès des écoles. Je me permets de proposer d'interdire le stationnement aux côtés des écoles pour éventuellement permettre et avoir de la visibilité une fois les enfants qui sortent de l'école, qu'il y ait un peu d'espace pour voir devant eux s'il y a des voitures qui viennent et des bus qui viennent. Donc c'est une recommandation qui ne nécessite rien et qu'on peut éventuellement déployer dans nos pays pour préserver la vie des enfants, notamment ceux qui sortent des écoles.
Effectivement, donc beaucoup de recommandations ont été faites. Je me retourne vers M. Ibou, éventuellement du SSATP, pour lui demander deux petites choses. S'il peut éventuellement engager une étude pour évaluer le système de financement de la sécurité routière au niveau des pays d'Afrique. Comme ça serait une étude qui est très importante pour éventuellement voir quels sont les mécanismes qui sont mis en place dans l'ensemble des pays et essayer dans la mesure des possibles de sortir avec des recommandations pour harmoniser les différents outils de financement et comme ça, c'est mobiliser les moyens nécessaires pour apporter, c'est-à-dire les outils nécessaires et mobiliser les financements importants au niveau des pays. Une deuxième recommandation, c'est comment le SACTP peut éventuellement déclarer l'année 2019 comme l'année de sécurité routière au niveau de l'Afrique et comme ça de concevoir un plan d'action spécifique pour éventuellement mobiliser les pouvoirs politiques pour porter cette question de sécurité routière à un très haut niveau et de mobiliser l'ensemble des instances qui sont chargées de la sécurité routière au niveau de l'ensemble des pays d'Afrique pour travailler sur cette question-là et harmoniser plus ou moins les stratégies parce qu'il y a les mêmes soucis, il y a les mêmes objectifs et ce serait important d'avoir que l'année 2019 serait l'année de la sécurité routière au niveau de l'Afrique. Pour ce, je termine ce panel. Je remercie l'ensemble des panélistes ici et je vous remercie pour avoir assisté à cette journée. Donc il y a M. Ibou qui veut éventuellement faire une intervention. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je voudrais juste réagir à votre interpellation. Je pense que je commencerai par la seconde question qui n'appelle pas forcément une réponse SSATP. On peut y contribuer. Déclarer l'année 2019 l'année de l'Afrique en matière de sécurité routière, j'y adhère parfaitement, mais malheureusement, il va falloir passer par les mécanismes que vous connaissez pour que les pays s'approprient ces idées. Nous sommes prêts à y travailler. Hier, nous avons demandé au ministre de s'engager et l'engagement que nous avons demandé, en fait, est fait de façon réfléchie autour de 4 thématiques qui sont les piliers de ce que nous considérons comme au moins essentiel en termes de politique de sécurité routière. C'est d'abord avoir de la vision, après avoir nettoyé le cadre législatif et réglementaire, comme on en a parlé tout à l'heure, en a parlé M. Gaye, remettre à niveau la réglementation, parce que la téléphonie mobile n'existait pas dans les années 60 quand on en parlait. Même le port de la ceinture qui existait dans certaines réglementations n'était pas intériorisé. Il faut travailler à cela, déjà nettoyer le cadre. On oublie souvent, on parle de véhicules automatisés. Les véhicules autonomes et automatisés, c'est en cours. Ça va rattraper et l'Afrique ne sera pas en reste. On pense que l'Afrique va attendre longtemps. Et je donne souvent l'exemple du téléphone mobile. Le taux de pénétration de l'Afrique, quand ça a démarré, il n'atteignait pas 3%. Allez-y aujourd'hui voir ce que c'est devenu. Donc il faut commencer à anticiper et la réglementation doit prendre cela en compte. Une fois qu'on a le cadre réglementaire et législatif, il faut avoir de la vision, les éléments de politique, la stratégie et le plan d'action adossé à cela pour le mettre en œuvre. Évidemment, quand on a tout ça, on revient à votre thème, comment financer tout cela? Il faut le financer avec un mécanisme durable. Il ne s'agit pas de faire des coups de poing. Effectivement, les partenaires au développement peuvent accompagner pour enclencher le moteur, mais c'est un coup de pouce. Il ne faut pas que tous les matins, vous demandiez à vos voisins de pousser la voiture pour démarrer. À un moment donné, ils se lasseront. Il faut mettre une bonne batterie et une fois qu'on vous a dépanné, que vous puissiez prendre la route de façon autonome. Après, il y a les éléments de base, parce qu'on ne peut pas définir une stratégie sans avoir des données. Et c'est la base, la collecte, l'analyse des données pour bâtir des éléments de stratégie qui sont capables de refléter la réalité du terrain. Les ministres se sont engagés sur ça. Sur la base de ces informations et de cette déclaration de cet engagement, nous, SSATP, on va remonter cela à notre contrepartie de l'Union africaine et demander qu'ils l'inscrivent au prochain sommet qu'on appelle le Specialized Technical Committee. C'est le comité spécialisé des ministres chargés des transports.
Si cette décision est endossée à ce niveau, il est approuvé au niveau des chefs d'État, ben nous pouvons nous faire maintenant le plaidoyer pour mettre en œuvre et dérouler. Ça, on peut s'y engager. Votre deuxième question, c'est est-ce qu'on peut travailler à faire, j'allais dire, un mapping du financement de la sécurité routière. On a déjà des éléments parce qu'on a travaillé dans différents pays. Là aussi, si les pays s'engagent à mettre en œuvre les recommandations qui découlent de cette étude, nous sommes prêts à investir, mais il faut que cet investissement soit rentable. Et pour qu'il soit rentable, il faut que le pays s'engage à mettre en œuvre les recommandations. Je vous remercie. Merci, merci. Donc, on peut déclarer. Donc, il y a une question, oui. Bonsoir à vous tous. Je suis Brice Acosta, je suis directeur développement chez EGS. Donc, j'ai plus une contribution qu'une question, parce que par rapport aux sources de financement, je vous ai entendu beaucoup exiger à nos États, aux bailleurs de fonds. Effectivement, les États doivent s'engager, les États doivent faire des efforts, idem pour les bailleurs de fonds. Mais il me semble que on demande peut-être un peu beaucoup trop à nos États, y compris aux bailleurs de fonds, parce que les États ne peuvent pas tout non plus. Donc j'ai bien écouté vos différentes sources de financement, les sources endogènes qui va du permis jusqu'à la carte de transport, etc. Des sources exogènes qui viendraient des bailleurs de fonds, mais il me semble qu'il y a juste peut-être un pan qui n'a pas été abordé, c'est l'intégration du secteur privé dans le financement de la sécurité routière dans nos pays d'Afrique. Et je pense que ce point-là aussi doit être peut-être remonté par la mise en place peut-être de lois facilitant la venue de ces partenaires privés, de sorte à ce que ça ne soit plus l'effort d'une seule entité ou d'un État, qui sont souvent des États exsangues, mais que cette sécurité routière puisse générer, j'allais dire, je veux naturellement rester politiquement correct, mais comme dirait un célèbre homme que je ne veux pas paraphraser, there is no free lunch, il n'y a pas de repas gratuit. Donc il faudrait à un moment donné qu'il y ait des lois qui fassent en sorte que ça soit quelque chose de suffisamment intéressant pour que les entreprises privées puissent venir s'y engager et mettre en place les mécanismes qui permettent de sauver des vies, qui, comme vous le disiez et comme Mme Mandela le disait, c'est des diamants. Donc si on dit qu'une vie c'est un diamant, whatever the cost, quel que soit le prix, on doit pouvoir le mettre. Voilà. Merci pour cette intervention. Donc je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous demain matin. Merci.